Les gens me demandent tout le temps des DI sur les voitures emblématiques de cette mythologie. Quand je pense à la Dodge Charger, je revois ce moment du premier film dans le garage de Toretto où Dom et Brian, Vin Diesel, a toujours gardé une partie de sa vie secrète. Pas la célébrité, pas les films, mais quelque chose de bien plus personnel. Quand les portes de son garage privé se sont enfin ouvertes, ce que les gens y ont découvert n'était pas seulement rare. C'était émouvant, étrange et totalement inattendu. Des voitures liées à des tragédies, des cadeaux personnalisés, des souvenirs cachés, et même une voiture que seules 7 personnes au monde possèdent. Ce n'est pas juste un garage, c'est un secret. Et ce qui s'y cache vous laissera stupéfait, car une voiture change tout. Découvrons cela. Section 1. L'homme derrière la machine. Vin Diesel n'est pas celui que vous pensez. Bien sûr, vous l'avez vu au volant traversant des gratte-ciels ou propulsant des voitures dites musclées depuis des falaises. Vous connaissez le grondement, les muscles, le mot « famille » qui résonne dans la saga Fast and Furious comme un cri de guerre. Mais si je vous disais que derrière tout ce chaos cinématographique se cache un homme qui prend ses moteurs à cœur que sous les explosions. À l'écran, et l'odeur de caoutchouc brûlé, Vin Diesel a construit quelque chose de bien plus intime et surprenant. Que cache un homme comme lui dans son garage et que disent ces voitures du vrai Vin Diesel? Avant Dom Toretto, il y avait Mark Sinclair. C'est le vrai nom de Vin Diesel, né dans le comté d'Alameda, élevé à New York par une famille de la classe ouvrière. Il a grandi entouré d'artistes et de marginaux, pas de voiture, à 1 million de dollars. Son premier emploi n'était pas acteur, mais videur dans une boîte de nuit. Sa première chance en tant que réalisateur est venue après qu'il a lui-même réuni les fonds pour tourner un court-métrage à petit budget. Diesel n'est pas tombé dans la célébrité. Il l'a construite pièce par pièce, tout comme il construirait l'une de ses voitures musclées adorées. Et quand Fast and Furious l'a propulsé au rang de star mondiale, il n'a pas simplement endossé le rôle de Dominic Toretto. Il l'a réécrit pour refléter quelque chose de plus profond. Voici donc la première surprise. Vin Diesel n'a pas seulement joué Dom, il est devenu lui. Ou peut-être l'inverse. Dans des interviews, Diesel a admis avoir influencé l'évolution du personnage dès le début, insistant pour plus de profondeur émotionnelle, d'enjeux personnels et surtout de voitures qui comptent. Contrairement à beaucoup d'acteurs hollywoodiens qui se contentent de conduire ce qui brille, Diesel, en tant que producteur de la saga, avait son mot à dire sur le garage. La Dodge Charger de 1970 n'a pas été choisie parce qu'elle était belle. Elle a été choisie parce qu'elle avait une âme. C'est ainsi que Diesel parle des véhicules pas en chiffres, mais en sentiments. Cette fusion d'identité entre l'homme et le personnage explique pourquoi son garage personnel ressemble à une scène coupée des films. Mais ce n'est pas juste une collection de voitures de tournage. Ce n'est pas une salle d'exposition froide de milliardaires. Les voitures de Diesel portent des empreintes de la graisse et du sens. Vous ne trouverez pas de plaque à côté de chaque véhicule, mais des histoires. La Charger, la Chevelle, la Supra, ce ne sont pas des trophées. Ce sont des marqueurs de moments dans sa carrière et dans sa vie. Et voici ce que la plupart des gens ne savent pas. L'amour de Vin Diesel pour les voitures n'a pas commencé avec Fast and Furious. Il était déjà là. Silencieux, obsessionnel, personnel. C'est le genre de personne qui ne se contente pas de conduire une voiture. Il l'étudie. Il vous dira ce qu'il y a sous le capot, comment elle se comporte sous pression, ce que ressent le couple quand on appuie sur l'accélérateur au bon moment. Pour lui, les machines ne sont pas des machines. Ce sont des conversations. Elles vous répondent. Elles lui rappellent quelque chose jusqu'où il est allé.
et à quel point il essaie de rester proche de ses origines. Ce qui est le plus fascinant, et ce que personne n'avait prévu, c'est que son garage s'est lentement rempli de voitures qui n'ont rien à voir avec les films. Quelques-unes, bien sûr, ont été à l'écran. La Chevelle SS de 1970, la Lykan Hypersport de Furious 7, la Dodge Charger Tantrum restaurée, mais les autres, elles n'ont jamais fait partie de la saga. La Pontiac Bonneville de 1960, la Mazda RX-7 de 1993, la Subaru Impreza, une camionnette Sprinter avec un frigo et une télévision intégrée offerte par Tyrese Gibson. Ces voitures n'ont pas été choisies par des scénaristes. Elles ont été choisies par 20. Discrètement, sans caméra, sans cascade. Et à bien des égards, elles sont encore plus révélatrices que les voitures des films. Alors quand les gens disent qu'ils ont ouvert le garage de Vin Diesel et qu'ils ont été choqués par ce qu'ils y ont trouvé, ils ne parlent pas seulement de puissance. Ils parlent de qui est-ce vraiment Diesel quand le moteur est éteint et que les caméras s'arrêtent. C'est un homme qui a construit son identité à travers les films, oui, mais aussi à travers le métal, la graisse et le courage. Maintenant que les portes de son garage privé se sont ouvertes, nous ne voyons pas seulement ce qu'il conduit, mais ce qu'il valorise, et ce n'est que le début. Section 2. À l'intérieur du garage, ils n'ont pas seulement ouvert le garage de Vin Diesel. Ils ont découvert quelque chose dont Hollywood n'était pas préparé. Ce n'était pas une séance photo-tape à l'œil ou une exposition soignée. Ce qu'ils ont trouvé était brut, bouleversant et totalement réel. L'homme qui a passé plus de 2 décennies à faire des films sur des courses à grande vitesse, des moteurs explosifs et des batailles de rue survoltées, a discrètement construit un garage aussi extrême que les films dans lesquels il joue. Mais voici la surprise. Certaines voitures sont emblématiques immédiatement reconnaissables à l'écran. D'autres n'ont jamais été vues par le public jusqu'à maintenant. Et chacune, qu'elle soit célèbre ou oubliée, révèle quelque chose d'essentiel sur l'homme qui les possède. Pourquoi Diesel garde-t-il la Chevelle SS en parfait état, mais en parle-t-il à peine? Pourquoi conserve-t-il une Supra qui n'a même jamais été dans ces scènes? Et quel genre de personne achète une voiture avec des diamants dans les phares? Vous n'entrez pas dans le garage de Vin Diesel comme dans un showroom. Il n'y a personne pour vous tendre une brochure. Pas de cordon de velours pour vous indiquer où vous tenir. À la place, vous découvrez quelque chose de bien plus intime. Chaque coin du garage a un but. Certaines zones sont réservées à la mise au point et à l'entretien actif. D'autres ressemblent à des sanctuaires silencieux pour des voitures qui ont clairement une profonde signification personnelle. D'un côté, les légendes du cinéma dominent les voitures musclées, les hypercars, les constructions que les fans ont mémorisées, image par image. De l'autre côté, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que vivent les véhicules qui n'ont jamais été dans un cadre de Fast and Furious, mais qui reflètent toujours la vie de Diesel, ses valeurs, ses relations. Commençons par la Chevrolet Chevelle SS de 1966, une voiture qui n'est pas seulement la préférée de Diesel, mais presque une extension de qui il est. Vous l'avez vu dans Fast and Furious, dans Fast 5 et brièvement dans Fast and Furious 6. Dom conduit une version lourdement modifiée lors d'une course de rue et la voiture réapparaît dans des flashbacks et des séquences dramatiques tout au long de la série. Mais, pour Diesel, la Chevelle n'est pas juste un accessoire de film. Dans une interview, il a plaisanté sur le fait d'en avoir volé une sur le plateau, un avantage, disait-il, d'être à la fois l'acteur principal et le producteur. Il souriait en le disant, mais on sentait qu'il ne plaisantait pas vraiment. Celle qu'il possède dans la vraie vie n'est pas chargée de décalcomanie tape à l'œil ou d'effets CGI.
Elle est dépouillée, propre, pure. Sous le capot, un moteur V8 de 7,5 litres capable de 450 chevaux et 500 livres-pieds de couple. Ce type de couple signifie que la voiture a une puissance de traction massive, surtout à basse vitesse, ce qui la rend parfaite pour une accélération rapide. Et ça se voit. Cette chose peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. C'est plus rapide que de nombreuses voitures de sport modernes, malgré l'âge et le châssis lourd de la Chevelle. À son époque, c'était l'une des voitures musclées, à l'accélération la plus rapide jamais construite, et la version de diesel est méticuleusement entretenue. Mais la Chevelle n'est pas tape à l'œil. C'est tout l'intérêt. Elle est puissante, ancrée et presque obstinément old school, tout comme l'homme qui la possède. Le fait que ce soit la préférée de Diesel en dit long. Ce n'est pas la plus chère du garage, ni la plus rare, mais elle a du cœur. Et pour Diesel, ça compte plus que les droits de vantardise. Ensuite, il y a la Toyota Supra de 1994. Pour le spectateur moyen, c'est juste la voiture du premier film, celle que Brian Paul Walker apporte au garage de Dom comme une offrande de paix. Mais pour Diesel, la Supra représente quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas une réplique exacte de la voiture du film. Elle n'a pas la peinture orange vif, ni les modifications de course. En fait, elle est plutôt discrète, presque volontairement. Pourquoi? Parce que Diesel ne la garde pas comme un objet d'exposition. Il la garde comme un souvenir. La Supra était la voiture de Paul Walker. Dans l'univers de Fast and Furious, bien sûr, mais aussi dans la vraie vie. Walker aimait ce modèle. Celle qu'il conduisait dans le film avait un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres avec 2 turbocompresseurs produisant 321 chevaux et 315 livres-pieds de couple. Pour l'époque, c'était impressionnant surtout pour le châssis plus lourd de la Supra. Dans le film, elle passait d'une épave de casse à un monstre de course de rue. Hors écran, elle est devenue un symbole. Après la mort tragique de Paul Walker en 2013, la Supra est devenue un hommage. L'une des originales utilisées dans le tournage s'est vendue aux enchères pour plus de 500 000 $, un montant stupéfiant pour une voiture qui valait environ 40 000 $ à l'origine. Mais la version de diesel, elle ne rapporterait probablement pas autant aux enchères. Et c'est tout l'intérêt. Il ne la garde pas pour son prix. Il la garde parce qu'elle lui rappelle son ami. Parce qu'elle lui rappelle pourquoi Fast and Furious ne se résume pas à des scènes d'action. Il s'agit de connexion. Et puis, il y a la Lykan Hypersport, la voiture la plus chère de toute la collection. Seulement 7 ont été fabriquées. Diesel en possède une. Réfléchissez-y une seconde. Il y a plus de films Fast and Furious que de Lykan Hypersports dans le monde. Cette voiture coûte 3,8 millions de $. Ce n'est pas une faute de frappe. C'est la 3e voiture de série la plus chère de l'histoire et pour une bonne raison. Sous le capot, un moteur flat-six biturbo de 3,7 litres capable de 780 chevaux et 708 livres-pieds de couple. Elle passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 389 km/h. C'est une performance au niveau des voitures de Formule 1. Mais la vitesse n'est même pas la partie la plus folle. Les phares sont incrustés de diamants. Les sièges sont cousus avec de l'or. Les matériaux intérieurs peuvent être personnalisés avec des rubis, des saphirs, voire du platine, selon les préférences du propriétaire. En d'autres termes, ce n'est pas tant une voiture qu'une œuvre conceptuelle, le rêve délirant d'un milliardaire devenu réalité. La version de diesel, comme tout le reste dans son garage, est personnalisée, mais il n'a jamais révélé publiquement quel type de bijoux il a choisi.
Peut-être trouvait-il cela trop indulgent à mentionner. Peut-être voulait-il garder quelque chose de privé. Ce que nous savons, c'est ceci: une Lycan Hypersport a été présentée dans Furious 7, dans l'une des scènes les plus surréalistes de la saga, lorsque Dom et Brian la conduisent d'un gratte-ciel à un autre à Abu Dhabi, puis à un troisième. Cette voiture, bien sûr, était un double de cascade, fait de matériaux moins coûteux. Mais ce diesel possède la vraie et, contrairement au film, la sienne ne sera pas projetée par une fenêtre du 20e étage. Pourtant même, parmi toutes ces machines uniques, une voiture se distingue par la façon dont elle attire l'attention discrètement, la Dodge Charger Daytona de 1969. Seulement 503 de ces voitures ont été construites. La version de diesel a été restaurée à la quasi-perfection et c'est l'une des rares voitures de son garage qui devient encore plus belle quand on la regarde de près. La Daytona n'était pas n'importe quelle voiture. Elle était prête pour la NASCAR dès sa sortie d'usine. Elle était équipée d'un immense aileron arrière d'un nez aérodynamique pointu et d'un design qui a battu des records de vitesse à ses débuts. L'aileron n'était pas seulement esthétique, c'était une prouesse d'ingénierie. À haute vitesse, il stabilisait la voiture, empêchant le soulèvement de l'arrière et lui permettant de coller à la piste à plus de 320 km/h. Et oui, elle pouvait atteindre cette vitesse. Ce n'était pas de la magie cinématographique. C'était des mathématiques, de la physique et de l'ingénierie américaine brute. Le fait que Diesel en possède une et qu'elle ne figure pas de manière proéminente dans les films en dit long. Cela montre que toutes les voitures de sa collection ne sont pas là pour être vues. Certaines sont là parce qu'il apprécie la science derrière elles, parce qu'il sait ce qu'elle peut représenter, mais pour l'histoire automobile, parce qu'il respecte ce pourquoi elles ont été construites. Toutes ces voitures, qu'elles valent un demi-million ou plusieurs millions, ont un but différent de ce que les gens attendent. Pour la plupart des collectionneurs, la rareté et la valeur de revente sont le nerf de la guerre. Pour Diesel, il s'agit d'identité, de mémoire, d'émotion. Certaines voitures lui rappellent Paul, d'autres lui rappellent jusqu'où il est allé. D'autres encore lui rappellent le type de machines qui ont défini une époque, quand conduire était une question de ressentir la route, pas de regarder un écran. Ainsi, quand les gens ont l'occasion de jeter un œil dans ce garage, pour la première fois, ils ne regardent pas seulement de l'acier et du cuir. Ils regardent une sorte d'autobiographie écrite non pas avec des mots, mais avec des moteurs, des châssis et des chevaux. Le choc ne vient pas des étiquettes de prix. Il vient de la délibération de la collection, de la manière dont chaque voiture a une place, une raison, une signification. Ce n'est pas un musée. Ce n'est pas un showroom. C'est un atelier, une banque de souvenirs, un espace où l'histoire et la machine se rencontrent. Section 3. Joyaux cachés et voitures inattendues. Si vous pensiez que le garage de Vin Diesel n'était rempli que de supercars à 1 million de dollars et de légendes de Fast and Furious, détrompez-vous. Car derrière les V8 rugissants et les muscles cinématographiques se trouve une collection complètement différente, plus discrète, plus étrange et, dans certains cas, étonnamment pratique. Ce sont les voitures qui n'ont jamais atteint l'écran. Celles que vous ne voyez pas garées sous des projecteurs ou rugissant sur des autoroutes améliorées par CGI. Mais elles révèlent un côté de Diesel que les fans voient rarement. Quel type de voiture conduit une star d'action quand elle ne filme pas? Quelle machine un homme comme Diesel choisit-il quand il ne s'agit pas de vitesse, mais de vie? Commençons par un monstre, la Pontiac Bonneville de 1960. Ce n'est pas le genre de voiture qu'on conduit pour faire la course.
C'est le genre de voiture qu'on pilote. Longue de près de 6 mètres d'un pare-choc à l'autre, la Bonneville est une pièce énorme de l'ingénierie américaine d'une époque où plus grand c'est mieux n'était pas un slogan marketing, mais un principe de design. Ce n'est pas une pièce de collection délicate. Elle est construite comme un char roulant avec des ailes larges, des accents chromés massifs et assez d'espace pour accueillir la moitié du casting de Fast and Furious. À sa sortie, elle était considérée comme l'une des berlines pleine grandeur les plus luxueuses des États-Unis avec des vitres électriques, une transmission automatique et un moteur V8 à haute compression. À l'époque, la Bonneville était un symbole de prestige et de confort, une voiture pour ceux qui voulaient rouler avec style sans sacrifier la performance. Aujourd'hui, c'est une bête oubliée. La plupart des gens de moins de 40 ans n'en ont jamais entendu parler, mais Vin Diesel en possède une. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de pertinence, c'est une question de présence. La Bonneville a une autorité que peu de voitures modernes peuvent égaler. Elle n'a pas besoin d'aller vite. Elle existe tout simplement comme une sculpture avec un moteur. La version de diesel a été restaurée mais pas trop polie. Les traces d'usure sont encore visibles. L'intérieur a vieilli, mais confortablement. C'est le genre de voiture dans laquelle on s'assoit quand on veut se souvenir de ce que les voitures représentaient autrefois. Lourde, délibérée, résolument large. Pas d'écran tactile, pas de Bluetooth, juste du chrome, de l'acier et du poids. C'est une voiture qui vous demande de ralentir. Et pour quelqu'un comme Diesel, qui vit dans une industrie à haute vitesse, c'est exactement le but. Ensuite, il y a la Plymouth Barracuda de 1970. Celle-ci attire beaucoup moins l'attention que la Charger ou la Chevelle. Mais, pour les passionnés de voitures musclées, la Cuda est une icône. C'était l'une des premières pony cars à rivaliser directement avec la Ford Mustang et la Chevy Camaro. Avec le temps, elle a développé un culte. Avec sa posture agressive, ses lignes fastback fluides et son échappement grondant, la Barracuda est née pour intimider. Sous le capot, le modèle de diesel abriterait un moteur Hemi 426 à gros blocs surnommé l'éléphant en raison de sa taille et de sa puissance. Ce moteur, à lui seul, est une raison d'acheter la voiture. Il produit plus de 425 chevaux et était l'un des premiers V8 de série à pénétrer dans le territoire des voitures de course. Mais la Cuda de diesel n'est pas seulement une question de force brute. C'est un retour à une époque où le style était aussi important que la performance. La manière dont les prises d'air du capot se fondent dans la grille avant la symétrie des panneaux arrière, la façon dont les vitres s'effilent dans la ligne de toit, tout est intentionnel. C'est une voiture conçue pour être vue, mais pas nécessairement reconnue. La plupart des spectateurs d'un film Fast and Furious ne la remarqueraient même pas, mais les vrais passionnés savent exactement ce que c'est. Et puis, nous passons à quelque chose de très différent, la Mazda RX-7 de 1993. Celle-ci a des liens avec la saga Fast, surtout si l'on considère les apparitions de Dom Axé sur le drift, ou l'influence des courses de rue de Tokyo dans les films ultérieurs. Mais la RX-7 de diesel n'est pas un accessoire de film. C'est un clin d'œil personnel à un autre type de vitesse. La RX-7 est connue pour son moteur rotatif Wankel, un design unique, qui n'utilise pas de piston traditionnel, mais un rotor en rotation. Ce design lui confère des régimes élevés et un son distinctif presque extraterrestre. La RX-7 est légère, agile et extrêmement réactive. C'est l'opposé d'une voiture musclée. Là où une Dodge Charger gronde et bondit, la RX-7 glisse et virevolte. C'est une voiture conçue pour l'agilité, pas la force brute. Pourquoi Diesel posséderait-il une telle voiture? Parce qu'il respecte l'ingénierie.
parce qu'il comprend que la vitesse n'est pas unidimensionnelle. La RX-7 représente une autre école de pensée, le minimalisme japonais contre la domination américaine. Cela ne fait pas de mal non plus que la RX-7 est une communauté de modding massive. Les propriétaires aiment la modifier, l'ajuster et la transformer complètement. Et connaissant l'appréciation de Diesel pour la mécanique pratique, il est très probable que sa version ne soit pas d'origine. Mais la partie la plus surprenante du garage de Vin Diesel n'est ni les voitures musclées, ni les voitures tunées, ce sont les véhicules pratiques. Oui, pratiques. Ceux qu'on n'associe pas du tout à Dom Toretto. Ceux qu'on ne s'attend jamais à voir garés à côté d'une Lykan Hypersport ou d'une Dodge Daytona. Et pourtant, ils sont là. La BMW M5 de 2010, par exemple. Élégante, discrète, professionnelle. Avec un moteur V10 sous le capot, elle produit toujours 500 chevaux et peut passer de 0 à 100 km/h en environ 4 secondes. Mais ce n'est pas une voiture d'exposition. C'est une voiture de tous les jours, pour ceux qui aiment la performance, mais ne veulent pas attirer l'attention. C'est ce qu'on conduit quand on veut disparaître dans le décor rapidement. Ensuite, il y a la Subaru Impreza de 2009. Un choix curieux. C'est une excellente voiture à 4 roues motrices, connue pour sa durabilité, sa traction et sa sécurité. C'est le genre de voiture qui domine les circuits de rallye, mais qui va aussi chercher des courses en semaine. Pour quelqu'un comme Diesel, ça a du sens. Il est père, il est parrain. Il voyage constamment entre les plateaux, les réunions et les engagements familiaux. On a besoin de quelque chose de fiable, discret et confortable. L'Impreza coche toutes ces cases. Le Range Rover est une histoire similaire. Ce n'est pas une question de flash, c'est une question de flexibilité. La version de Diesel arbore une finition classique, noir sur noir, un intérieur en cuir et beaucoup de capacité tout-terrain. C'est le genre de véhicule qu'on peut conduire à un événement de tapis rouge un jour et à travers la boue le lendemain. Il domine la route et reste discret en même temps. Cette combinaison est rare et clairement Diesel apprécie ce type de dualité dans sa vie personnelle. Mais le véhicule le plus surprenant de son garage est peut-être la camionnette Mercedes-Benz Sprinter. Oui, une camionnette. Pas une vintage, pas un lowrider personnalisé. Une camionnette pratique haute argentée. Pourquoi? Parce que c'était un cadeau. Tyrese Gibson, son co-star de longue date et ami dans la vraie vie, la lui a offerte pour son anniversaire. Mais ce n'est pas n'importe quelle camionnette. Tyrese l'a personnalisée lui-même, l'équipant d'un système de divertissement complet de sièges en cuir moelleux, d'un réfrigérateur et d'une télévision à écran plat. C'est à la fois un salon mobile, un bus de tournée et un bureau. Diesel l'utiliserait lors des longues journées de tournage ou lorsqu'il voyage avec ses enfants. C'est un cadeau qui reflète leur amitié, bien sûr, mais aussi le côté pratique d'un homme que les gens associent uniquement aux poursuites à grande vitesse. Tous ces véhicules, chacun d'entre eux peignent un portrait plus complet de qui est vraiment Vin Diesel. Oui, c'est le gars qui pilote des voitures musclées à travers des parkings en ruine, mais c'est aussi un père, un producteur, un observateur discret de l'art mécanique. La Bonneville montre son respect pour une puissance oubliée. La Barracuda révèle son œil pour la beauté et la rareté. La RX-7 parle de son amour pour la précision. La BMW, la Subaru, la camionnette Sprinter, celle-ci montre un homme qui vit aussi dans le monde réel. Un homme qui doit se déplacer d'un endroit à un autre sans attirer une foule. Section 4. Plus que du métal, l'héritage de Paul Walker. Il y a une partie du garage de Vin Diesel que la plupart des gens ne verront jamais. Pas parce qu'elle est cachée derrière des sécurités ou verrouillée par des codes biométriques, mais parce qu'elle est silencieuse. Personnelle.
lourdes d'une manière qui ne peut être mesurée en couple ou en vitesse maximale. Ce ne sont pas les voitures qui rugissent dans la rue ou qui s'enflamment pour une séquence de cascade. Ce sont celles qui restent immobiles, qui portent un poids, parce qu'elles n'appartiennent pas seulement à Diesel, elles appartiennent à quelqu'un qui n'est plus là. Pourquoi un homme garderait-il une Toyota Supra qu'il ne conduit jamais? Pourquoi préserver une Dodge Charger qui n'a pas été touchée depuis des années? La réponse n'a rien à voir avec la puissance. Elle a tout à voir avec Paul Walker. Quand Paul Walker est décédé en novembre 2013, ce n'était pas seulement une perte pour Hollywood ou la saga Fast and Furious. Pour Vin Diesel, c'était quelque chose de bien plus personnel. Walker n'était pas seulement un costard, il était de la famille. Les deux avaient retravaillé ensemble pendant plus d'une décennie à ce moment-là. Leur chimie à l'écran en tant que Dom et Brian était bâtie sur une amitié réelle, développée hors plateau, entre les prises, à travers de longues conversations, des blagues partagées et un respect mutuel. Et quand cette amitié a été brutalement interrompue, Diesel n'a pas seulement pleuré, il a changé. Dans les interviews après la mort de Walker, Diesel peinait à retenir ses émotions. Ce n'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, mais là c'était différent. Il a appelé Walker son frère, et il le pensait. Pendant le tournage de Furious 7, Diesel a admis qu'il quittait parfois le plateau pour pleurer. Il parlait de voir des rappels de Walker partout, surtout dans les voitures. Parce que les voitures n'étaient pas juste des accessoires. Elles faisaient partie de leur monde commun. La plus célèbre d'entre elles est la Toyota Supra de 1994. Dans le premier film Fast and Furious, le personnage de Walker, Brian O'Connor, reconstruit une Supra rouillée comme une sorte d'offrande de paix à Dom. Elle devient leur voiture, leur pont, et à la fin du film, c'est la voiture que Brian donne à Dom, l'aidant à s'échapper. Ce moment est iconique aujourd'hui, mais à l'époque, c'était juste une bonne histoire. Deux passionnés de voitures gagnant le respect l'un de l'autre à travers le métal et le courage. Diesel n'a jamais oublié cela. Et bien qu'il n'ait pas conduit cette Supra lui-même, il en garde une dans son garage personnel aujourd'hui. Pas modifiée, pas peinte en orange comme dans le film, pas polie pour l'exposition, juste remémorée. Ce n'est pas la seule voiture de sa collection liée à Paul. La Dodge Charger, la voiture emblématique de Dom, est aussi là. Dans certaines versions, elle est lourdement modifiée, construite pour des explosions et des cascades aériennes. Mais dans le garage de Diesel, il y a une version qui ne roule pas. Elle est propre, couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée et garée avec soin. Parce que cette Charger n'appartenait pas seulement à Dom, elle faisait partie de l'héritage commun de Diesel et Walker. Les films n'ont jamais vraiment été sur les voitures. Ils étaient sur ce que les voitures représentaient, la loyauté, la fraternité, le sacrifice. Et cette idée va bien au-delà des véhicules. Diesel est le parrain de Meadow Walker, la fille de Paul. Il n'a pas pris ce rôle à la légère. En fait, il la traite comme une partie de sa propre famille. Lors de son mariage, c'est Diesel qui l'a accompagnée dans l'allée. Pas pour la publicité, pas pour le spectacle, mais parce que c'est ce que fait une famille. Et pour honorer Paul davantage, Diesel a nommé sa plus jeune fille Pauline. Pas en passant, pas comme un deuxième prénom. Son nom est un rappel quotidien de quelqu'un qui a changé sa vie. Dans les années qui ont suivi la mort de Walker, Diesel a développé un ensemble de rituels personnels, des moyens de se souvenir, d'honorer, de garder Paul présent. Il visite souvent le garage seul, surtout avant le début de nouvelles productions de Fast and Furious. Il vérifie les voitures, s'assure que la Supra est propre, passe ses mains sur le capot de la Charger. Il a dit que, dans ces moments silencieux, il parle à Paul. Que vous y croyez ou non n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est que pour Diesel, les voitures sont les conversations. Même les films Fast and Furious eux-mêmes sont devenus des véhicules pour rendre hommage. Après la mort de Paul, la saga aurait pu prendre une direction différente. Plus d'explosions, de nouvelles stars, des pivots commerciaux. Mais Diesel a insisté pour garder la mémoire de Brian vivante. Dans Furious 7, la scène de clôture ne se termine pas par une poursuite ou un accident. Elle se termine avec deux voitures, celle de Dom et celle de Brian, s'éloignant l'une de l'autre sur une route ensoleillée. La caméra s'attarde. Il n'y a pas de mots, juste une conduite. Et cette scène, écrite et finalisée avec l'apport de Diesel, était plus qu'un adieu cinématographique. C'était réel, c'était personnel.
Il ne s'agit pas seulement de garder une Supra dans le garage. Il s'agit de préserver le sentiment de cette dernière conduite. Le sentiment que quelque chose comptait, que quelqu'un comptait. Diesel a dit que chaque film depuis Furious 7 inclut Paul d'une manière ou d'une autre, que les fans le remarquent ou non. Parfois, c'est un nom de personnage, parfois, c'est une référence dans les dialogues, parfois, c'est dans la musique. Mais c'est toujours là. Et c'est pourquoi ces voitures ne sont pas juste des véhicules. Ce ne sont pas des investissements. Ce ne sont pas des symboles de statut. Ce sont des mémoriaux roulants. Des machines qui portent des souvenirs. Diesel ne les collectionne pas parce qu'elles sont rares. Il les collectionne parce qu'elles sont sacrées. Il ne les exhibe pas. Il les protège. Il y a aussi des gestes moins connus, des choses que Diesel n'a jamais complètement rendues publiques. Lors de certains anniversaires, il est connu pour allumer une bougie dans le garage et passer du temps seul avec les véhicules liés à Paul. Il aurait conservé des notes manuscrites entre lui et Walker, certaines rangées dans des boîtes à gants. Une source proche de Diesel a décrit avoir trouvé une photo de Paul soigneusement pliée dans le pare-soleil de la Charger. Vieille, décolorée, mais toujours là. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour plus de contenu passionnant.